Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Watcher in the Sky, Arthur, Hélène et Lucas ont mené leur enquête pour essayer de découvrir d'où venaient ces étranges bêtes. Nous reprenons alors qu'ils viennent d'assister à une messe occulte terrifiante. Bonne écoute de Watcher in the Sky, épisode final. Vous êtes tous les trois, alors peut-être que Lucas s'est rassis après, mais vous êtes tous les trois dans cette écurie. Qu'est-ce que vous faites? Je crois que je veux partir en fait. Enfin, je leur dis mais ces trous, ils sont fous. Qu'est-ce qu'on fait ici? Faut prévenir les autorités. Faut prévenir les autorités. Qu'allez-vous leur dire? Qu'il se passe des choses à minuit dans un village isolé, qu'il y a des suicides réguliers à période précise. On est incapable de lier quoi que ce soit et surtout On ne peut pas ne pas réagir. finalement putain des vieux fous qui ont des lubies orgiaques qui tuent des moutons et Mais ça vous fait pas penser à un rituel ou c'est plutôt dans vos cordes ça, non, logiquement? un rituel, il n'y a pas eu d'invocation, ils ont chanté en latin. Chanter en latin, il sacrifie un animal en plein milieu, voilà, c'est quand même pas des mœurs très... C'est plutôt dans votre registre, non, je présume, non? Enfin, où je fais complet... Oui, mais moi c'est une sorte de parodie païenne, mais ma foi, il n'y a pas de, hormis que ça soit bestial, il n'y a pas de sacrifice humain dont on nous a parlé, il n'y a pas de... La petite Alice, elle a failli suicider, quand même. Ah oui, mais pas avec eux. Elle va forcément être liée. Ah, mais il faut trouver encore ce lien. Là, pour l'instant, on peut pas... Ça résout pas grand-chose, malheureusement. On n'est pas sûr que je dorme dans l'auberge, enfin que je dorme paisiblement dans l'auberge cette nuit. Ce poème bavarois du 19e, ils voyagent en rythme de la roue et la musique qui tourne au cœur de l'espace, alors qu'ils partent et reviennent. On a vu que les oiseaux arrivaient, ils sont repartis. Ils reviennent au rythme de la roue qui tourne pendant leur voyage. Ça vous fait écho quand même, ça? Je réfléchis, est-ce qu'il y a des symboles qui m'ont échappé pour l'instant en termes des métaphores ou des... Alors, tu penses que en fait, ça ressemble à rien du tout. C'est un rituel qui est un mélange incohérent de plein de trucs. Il y a des comptines, des pas de danse. Il y a à un moment ils chantent le credo de Nicée en piétinant. C'est plus blasphématoire qu'autre chose. Tu comprends pas. Ils se sont signés, mais ils font des trucs comme dans une comptine. Il y a même T'as cru qu'il y avait une espèce de chant de football en latin, quoi. C'est vraiment un galimatia de plein de trucs. C'est ça, c'est une sorte de parodie ridicule qui est pas de... qui est inquiétante, mais... C'est quand même plus qu'inquiétant. Si on voit le berger, là, non, j'ai vu qu'il avait une sorte de bosse dans le dos. Des oiseaux qui sont... C'est pas qu'ici, les oiseaux. C'est également à Londres. On ne peut pas ne rien faire. Bon, bien sûr, hein, mais je suis d'accord avec vous, professeur, mais... Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Qu'est-ce que ça apporte au village? Je comprends pas. Il y a évidemment des femmes qui se suicident, c'est pas... C'est comme si finalement c'était un sorte de spectacle, justement un peu anthropologique, comme s'il montrait des choses à ces oiseaux. Et ces oiseaux regardaient et se délectaient du spectacle, comme s'ils apprenaient des choses, comme si... Vous êtes toujours dans l'écurie. Vous comptez dormir là. Le père Vincent, il pourrait pas nous en dire plus, non? Il est pas au courant, lui? Il doit être quand même proche de tous les habitants. Les confessions, tout ça.
C'est des rituels païens qui sont, je sais pas, ils doivent savoir. Je peux lui demander, mais je sais pas dans quel état il est, là. Vous allez voir. Oui. Vous retournez assez prestement, un peu affolé, sans doute par la hâte d'Hélène qu'elle vous transmet. Vous allez voir le père Vincent et vous trouvez la porte ouverte. Et le père Vincent est complètement effondré. Alice, elle est repartie. Dans sa chambre, elle était pas là. Elle est repartie, Alice. Où est ma fille? Où est ma fille? Direction de la forêt. Amenez-moi ma fille! Amenez-moi ma fille! Moi, je reste là si elle arrive. J'ai perdu. Ramenez-la. Bah, j'y vais, moi, je pars, en fait. Je demande. Que font les autres? Moi, je pense que je suis un petit peu en colère. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce village, mon père? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des rituels étranges. Vous êtes bien au courant. Pourquoi? Pourquoi toutes ces femmes qui se donnent la mort? Je voulais juste les protéger. Je voulais juste les protéger. Et puis, il fait clairement preuve d'incompétence, d'échec, en fait, dans ce qu'il a voulu entreprendre. Protégées de quoi? Pourquoi elles veulent mourir? Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. J'ai cru que tu pouvais les aider. Et en fait, il est misérable. Vous pouvez pas tellement en tirer grand chose, quoi. Il y a Arthur qui entreprend de partir. Peut-être seul dans la forêt. Je sais pas si vous voulez l'accompagner ou pas. Ah, moi, je suis vraiment parti directement parce que, voilà, elle est en danger. Il faut, je supporterai pas qu'il y ait un suicide. Sinon, je peux essayer de changer de stratégie, voyant que ça fonctionne pas. Je comprends que en fait, peut-être il est venu ici, peut-être il a voulu sauver les gens, un peu quoi, faire pasteur si tu veux. Il a vu que sa femme est morte, il voulait sauver sa femme, sauver sa fille. Il a échoué à tout. En fait, il est juste misérable. Il est devant toi et tu veux pas tirer en gros chose, hein. Il sait pas plus en fait. Il s'est vu sauveur, mais Que vous pouvez visiter la chambre d'Alice. Et moi, je vais essayer de rejoindre Arthur. Oui. très bien. Donc tu pars, Hélène, dans la chambre d'Alice et toi, Lucas, t'essaies de rejoindre Arthur au plus vite. Arthur qui a déjà commencé à prendre le chemin. Tu es allé où, Arthur? Je suis allé au même endroit où on l'a récupéré, hein, même direction, même, en fait, et je cours en disant Alice, Alice! Tu cours éperdument et je suppose que Lucas va entreprendre de prendre le même chemin. Oui, tout à fait. Toi, Hélène, tu trouves son journal intime dans son oreiller. Il est rempli de dessins en forme d'étoiles en spirale, la même qui se trouve dans ton carnet. Et dedans, elle raconte que sa vie est malheureuse. Elle se croit contrôlée par des créatures qui peuvent lui faire ce qu'elles veulent. Tu trouves aussi dans l'oreiller d'Alice un journal. Et il y a une entrée qui t'intrigue parce que à l'intérieur d'une forme en spirale, elle écrit le voyage des créatures depuis les profondeurs de l'espace. Et avec 3 mots écrits, grand cycle cosmique à l'intérieur. Arthur, tu arrives près de l'endroit où tu étais précédemment et que tu avais arrêté Alice et tu ne vois pas Alice. Ah si, c'est ce corps étendu là sur la pierre. Je regarde si elle respire encore, si elle... Elle ne respire plus et les veines de son poignet sont ouvertes et un sang noirâtre et un peu huileux s'en échappe. Lucas, tu arrives sur ses entrefaits. Je ferme les yeux et je bénis en fait. Quand je vois qu'il est en train de bénir, j'étais en train de courir.
Et finalement, la course se transforme en de petits pas pour même m'arrêter et voir la scène. Peut-être tu allumes ta lumière alors. Comme tu observes attentivement la scène et que tu vois que Arthur est à genoux à côté de Alice qui est morte, tu regardes et tu t'aperçois que la pierre sur laquelle vous vous trouvez est relativement volumineuse. Elle est environ 3 mètres de diamètre, gris argenté, presque métallique. Et tu t'aperçois qu'il y a sous les feuilles, en fait, tu vois comme des marques, des nervures dans la pierre. Tu t'approches et tu commences à les dégager de ta main et tu vois des symboles écrits sur cette pierre. C'est des symboles que tu ne comprends pas dans une langue pourtant qui doit exister. Ça te dit quelque chose, mais tu ne la parles pas. Et tu entends des croissements parce que des oiseaux se posent sur les arbres qui entourent la clairière, te regardant silencieusement. Tu fais quoi, Hélène, pendant ce temps-là? Je me dis qu'ils sont fous. Moi, j'ai un esprit scientifique et donc je comprends pas leur histoire de l'espace et des choses qui viennent de l'espace, etc. Je me dis qu'ils ont perdu la raison. Je sais pas pourquoi. Il doit peut-être y avoir quelque chose dans le village, une explication scientifique ou voilà. Et je pense que j'hésite à prendre les carnets et je finis par les laisser. Je pense parce que l'explication ne me satisfait pas. Ça ne me va pas. Je cherchais une nouvelle espèce et pas de la folie humaine. Donc, je pense que je vais descendre et m'excuser auprès du père Vincent de lui avoir parlé un petit peu durement et je lui demande si je peux attendre ici le temps que mes compagnons reviennent. Il est complètement atone. Il entend ce que tu dis, mais il ne réagit pas. Et pour l'instant, tu attends et les minutes passent et sont longues. Que font Lucas et Arthur? Pour ma part, 2 choses. Est-ce que je peux identifier la pierre comme du graphite? La pierre, elle est dure, un peu poreuse et extrêmement lourde. Mais c'est une pierre que tu n'as jamais vue. C'est pas du méthane non plus. T'arrives pas à savoir ce que c'est cette substance alors que t'es professeur émérite en géologie au Royal College de Londres. Tu sais juste que on peut pas la soulever cette pierre. Elle est complètement encastrée dans la roche, dans le sol. Ce que tu peux remarquer, c'est que elle est encastrée dans de l'ardoise. C'est-à-dire que ce qui fait jonction avec le sol, c'est de l'ardoise. Et il y a une pensée qui te vient, c'est que c'est très connu en géologie que quand tu avais fait l'étude des roches d'Angleterre, l'ardoise, c'est quelque chose qui était largement exploité au nord de l'Angleterre. Et donc, s'il y a de l'ardoise là, il y a sans doute, quelque part, dans les environs, une mine d'ardoise. Et donc, peut-être qu'on pourrait accéder. Parce que les mines d'ardoise, des fois, il y a des tunnels, des choses comme ça. Et toi, Arthur, tu remarques que le sang noirâtre qui s'est coulé de la plaie, en fait, il stagne pas, il est absorbé par la pierre. Comme si
Comme si elle s'en nourrissait, en quelque sorte. Là, quand je vois ça, je prends, en fait, je sépare enfin, je soulève le corps pour que ça soit en contact avec la pierre. Ça paraît totalement maléfique. Et j'entreprends de ramener le rat. Lucas, tu suis? Oui. Au bout d'un moment, le père, en fait, tu l'as pris, Hélène, tu l'as mis dans son lit parce que il était complètement. T'as entrepris de l'aider à se coucher et quand tu redescends, tu entends du bruit et il y a Arthur et Lucas qui arrivent et Arthur qui tient Alice dans ses bras. Vraisemblablement morte, puisque elle a une plaie au niveau du poignet, d'où s'écoule un sang noirâtre et huileux. Moi, je dis rien, je suis choquée, enfin, je suis triste aussi. Moi, je fixe par contre le sang noirâtre parce que c'est pas normal. Non, c'est pas normal. T'as pas envie de le sentir. T'as peur qu'il sente comme celui du mouton. Je m'en veux parce qu'hier, enfin tout à l'heure, je dis voilà, j'ai eu le sentiment qu'elle était attirée par cet endroit, mais j'ai pas pensé que c'était à ce point en fait. Je vais partager mes réflexions sur la mine, justement, qui serait peut-être avoisinante. Et sur le fait que on pourrait peut-être s'y rendre. Effectivement, Arthur, quand tu t'es garé, quand tu es rentré dans le village, il y avait un écriteau Rydal et il y avait un écriteau qui indiquait Lothric Fell et avec un dessin de mine en fait à côté, comme si c'était une mine. L'idée, Lucas, c'est d'arriver par dessous, c'est ça? Je pense que la pierre, justement, parce que le sang a coulé, été absorbé par cette pierre. Donc je pense que ça a dû glisser en dessous et il y a forcément des galeries. Après, ce qu'on va trouver dedans, j'en ai pas la moindre idée, mais voilà, oui. En tout cas, c'était poreux, donc le sang, ou ce qui s'en rapproche le plus du liquide noirâtre, c'est écoulé par là. Mais pour moi, c'est clairement une sorte d'hôtel. Donc il y a peut-être quelque chose sous la pierre en fait. Est-ce que c'est un catalyseur? Est-ce que c'est voilà. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on appelle les autorités? Parce que là il y a quand même quelqu'un qui s'est suicidé. Il faut aussi Est-ce qu'il y a un téléphone? Est-ce qu'on a vu un téléphone dans l'auberge? Non, il n'y a pas d'électricité en plus, donc... Et puis à cette heure-ci, il doit être minuit passé, je pense. Il est 1h du matin. Ah, moi c'est très clair. Moi il y a quelque chose qui se nourrit du sang de ces pauvres gens sous l'hôtel et ça doit être détruit. Donc si Lucas a dit qu'il y a moyen d'arriver, peut-être d'accéder par-dessous, d'identifier, alors il faut le faire maintenant. Moi, au début, je voulais retourner à l'auberge, partir loin d'ici, mais on a fait beaucoup de chemin là. C'est notre dernière piste, alors on pourra peut-être découvrir ce qui se passe vraiment si on va dans cette grotte, donc allons-y. De ma part, j'ai toujours une appétence pour ce qui sort du quotidien et d'un naturel curieux. Et vraiment, de par mon métier, et, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Donc, sans l'ombre d'un doute, je vais, moi en tout cas, à la mine, que ce soit seul ou accompagné, mais j'y vais. Vous entreprenez donc d'un commun accord, je crois comprendre, avec vos lampes, vos affaires de peut-être prendre la voiture pour aller plus vite et de vous diriger vers la mine. Ben oui. Peut-être que je vais prendre ma voiture, je vais prendre le cric. Parce que j'ai le sentiment qu'on va devoir casser quelque chose. Vous arrivez sur une colline qui surplombe Idle Water. C'est une carrière abandonnée. Il y a des tunnels miniers qui mènent dans la roche, vers et sous la pierre plate. Ils sont sombres, parsemés de chariots miniers abandonnés et de morceaux de rails rouillés.
Vous avancez, vos lumières allumées, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a un ordre de marche, vu que c'est pas très large. Classiquement, il y avait c'était là, il y a même pas la place pour un cheval. C'était sans doute des hommes qui poussaient des chariots, le long des rails pour les. Toujours motivé par la curiosité, je veux bien passer en premier. Bah, moi, je pense que je suis en deuxième. Vous avancez et bientôt les tunnels interagissent avec un système de grottes. Ici, l'air sent la viande pourrie et souffle en rythme, comme s'il était pompé à travers les tunnels. Vous entendez cette pulsation qui rythme l'air, qui fait écho, Lucas, à la pulsation de la roche. Vous arrivez dans une première grotte où une créature morte et pourrie. Au lieu de griffes, elle a des mains humaines, miniatures, et sa main droite. Arthur, ta main droite est déformée. Test d'équilibre mental. Les grottes mènent plus profondément. Vous sentez que vous pouvez descendre. Loin. L'odeur de pourri emplit l'air. Le sol est jonché de cadavres, de créatures mal formées, pourries, éclatées. Elles sont écœurantes. Beaucoup ont plusieurs têtes. Beaucoup n'ont pas le bon nombre d'ailes. Les ailes et la cage thoracique sont basées sur des mains humaines. Pourtant, étrangement, ces mains humaines apparaissent comme être celles de Kale, car les os sont clairement brisés. Qu'est-ce que vous faites devant tout ça? Si on peut s'enfoncer plus profondément, je vais pas hésiter. Ouais, moi ça me rend encore plus en colère devant tant de monstruosité. Je pense que je veux comprendre, donc je vais aller jusqu'au bout de ce qui est possible dans cette grotte mine. D'ailleurs, sur la créature qui est éclatée avec les mains, avec les doigts, je donne un coup de manivelle. Ces cadavres sont quand même étranges et je sais pas. Hélène, t'as peut-être envie de comprendre comment ils sont amalgamés, comment ils fonctionnent, comment ils sont agencés. Je sais pas. Bah, j'ai pas trop envie de m'approcher. Je veux bien les regarder, mais Ah, tu te rends compte? je veux comprendre comment ils se transforment comme ça, comment ils en sont comme ça. Et si quelqu'un le fait ou c'est ça que je comprends pas. Mais après là, qui est des amalgames, j'ai bien compris. En fait, quand t'as éclaté le cadavre d'un animal, d'une créature avec ta manivelle, il s'est éclaté en fait, il s'est répandu devant vous tous. Et tu as vu, Lucas, que la griffe, qui était une main en fait, était constituée formée d'une main humaine, mais le doigt de l'annulaire était étrangement gonflé. Et toi, Hélène, tu t'aperçois que l'aile pourrie de l'animal a été fabriquée avec des côtes humaines, et chaque côte était fêlée, comme si elles avaient subi un coup, comme si elles avaient subi un accident. Et alors que vous reliez tous ces événements à des proches à vous, quelque chose ne va pas. Là, tout de suite, quelque chose ne va pas dans cette grotte. Ce qui ne va pas,
c'est que l'air ne pulse pas. L'air ne pulse plus. L'air ne bouge plus. Et la grotte dans laquelle vous vous trouvez s'illumine d'un seul coup. Elle est immensément haute, immensément grande. Pourquoi elle s'illumine ? Parce que des centaines, que dis-je, sans doute des milliers de petits points lumineux se sont allumés au plafond de la grotte. Ils vous regardent. Et un nombre inimaginable de créatures volent directement vers vous. Test d'équilibre mental. Hélène, tu te rends compte qu'elles vont venir te dévorer. Elles se jettent tous sur toi. Tu es complètement tétanisé, ou Lucas, tu comprends que une boucherie va se dérouler sous tes yeux et que tu n'as aucune chance face à ces créatures. Et Arthur, tu es terrorisé par ces créatures. Tu repenses aux paroles d'Abraham, et c'est peut-être la seule chose qui te sauve et qui te permet de rester sur tes jambes. Quand il te disait, elles nous observent, elles sont là, elles nous regardent. Tu te rappelles à quel point il était terrorisé, t'es encore sur tes jambes, t'es encore debout avec Lucas, alors que Hélène s'effondre complètement sur elle-même. Comment vous réagissez tous ? Je vois qu'elles foncent sur moi. J'ai rien, donc en fait, je crie et j'essaye de les chasser avec mes bras, avec mes mains, mais sûrement qu'elles s'attaquent en premier à mon visage et qu'elles sont en train de déchirer des lambeaux de chair. Et donc, je finis par effectivement m'effondrer et puis je crie jusqu'à ce que je perde la vie. Enfin, j'imagine que c'est ça. Moi, je vais. Je prie en hurlant. Un prière de, je sais pas, enfin, protège-moi du mal, ce genre de. T'as l'impression que je te parle. T'entends juste. Ouais, tu sais pas si c'est lui ou si c'est ton inconscient qui dit ça. T'entends juste fuis. Fuis. Alors si je peux encore courir, je regarde un petit peu la scène et je vois que Hélène est entre guillemets perdue. Je vais couper toute source de lumière me concernant et je vais essayer de me plaquer contre un mur ou un coin d'ombre pour me cacher. Et s'il n'y a pas de coin d'ombre, dans ce cas-là, je vais lâcher ma source de lumière et je vais partir en courant. En fait, t'as l'impression qu'elle voit la nuit. C'est des animaux nocturnes et qu'elles peuvent voir dans le noir. En fait, tu réalises ça. Parce qu'en fait, vous éclairez pas énormément et donc tu laisses tomber ta lampe et tu vois Arthur qui commence à partir et tu emboîtes le pas en fait et vous sortez avec terreur de cet endroit funeste dans lequel vous avez dû abandonner Hélène, mais vous ne pouvez rien faire. Ils sont d'une quantité phénoménale. Vous n'avez rien pour lutter. On va faire l'épilogue. Lucas, quelques temps plus tard, tu es rentré à Londres. Je sais pas ce que t'as fait de cette expérience. Est-ce que tu l'as notifié quelque part? Est-ce que tu l'as oublié? Je pense que non, loin de l'oublier. Je pense que je l'ai retranscrit sur un de mes nombreux carnets de voyage et d'expérience. J'ai dans le but peut-être de laisser une trace si jamais je venais à disparaître, pour qu'il y ait une continuité et que cette histoire se sache. Et alors je sais pas si j'aurai la possibilité, mais peut-être voir comment je pourrais faire effondrer cette mine.
Par des entreprises, par des... voilà. Alors tu écris, tu notes tout ça dans des carnets, mais peut-être tu hésites à en parler de ta crédibilité scientifique serait mise à mal, et peut-être tu vas retourner à cet endroit, essayer extérieurement en tout cas de mettre des explosifs, mais en fait, quoi que tu mettes, quelle que soit la quantité que tu mettes sur la pierre, elle reste tout le temps intacte. Alors tu fais exploser des arbres alentour, ça c'est sûr, mais la pierre, elle, ne bouge jamais. C'est un mystère qui va finir par te hanter jour après jour. Et tu es pas souvent chez toi, et c'est maintenant l'anniversaire de mariage de toi et ton épouse. Elle a réajusté sa bague depuis le temps. Et vous êtes assis à table dans un restaurant, c'est pas tous les jours que vous sortez au restaurant, et elle se plaint un peu de sa tête, elle a un peu mal à la tête, elle se frotte un peu distraitement la tempe, comme pour adoucir la douleur, et elle te demande comment t'as passé ta journée, et tu lui expliques encore une fois, tu ressasses la même rengaine sur ces phénomènes étranges et tout ça, et alors que tu parles, tu la vois, tu la remarques, et elle semble un peu distraite, et à un moment, tu sais pas si elle vient de boire ou quoi que ce soit, mais elle fait ce tic bien connu et qui te laisse sans voix. Hélène, tu as hurlé à la mort alors que les créatures se jetaient sur toi et sans doute te déchiquetaient le visage, t'effondrant sur toi-même. Mais là, tout de suite, tu ouvres les yeux et tu es dans cette grotte. Certes, tu as sans doute eu des coupures un petit peu au visage, mais on t'a pas arraché des lambeaux. Rien de tout ça. Tu es dans cette grotte, à tes pieds, 2 lampes cassées. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais. Et c'était ce qu'on avait vu, c'était le fond de la grotte. C'était. La grande caverne principale, tu savais pas s'il y avait plus loin, tu savais pas. Là, tu vois juste une petite lueur quelque part qui t'indique l'entrée de la grotte. Ah, je vois quand même l'entrée de la grotte, malgré les arbres. Oui, parce qu'il semble faire jour. Tu sors t'es épuisé parce que t'as plus de force, t'es épuisé, tu sors, tu vois la lumière du jour, cette mine d'ardoise avec ses rails rouillés, tu te retrouves à aérer comme ça, marchant toute seule, je sais pas où tu veux aller. Bah, qu'est-ce que je vois? C'est la forêt. Non, il y a une espèce de chemin qui est là, celui que tu as emprunté pour venir. Je sais pas, ta seule issue, ce serait peut-être de rejoindre le village ou... Ouais, mais avant je touche mes mains, je touche mes bras, tout ça pour voir si j'ai quelque chose de particulier. Tu te sens contusionné, fatigué, tu as faim. T'as des croûtes sur le visage. Mais peut-être tu prends un miroir de poche, quelque chose comme ça, tu regardes, t'as des petites traces, mais c'est comme des écorchures, si tu veux, qu'on croûtait. Bah oui, je marche vers le village. Tu arrives dans ce village, le village de Rydal. Tu reconnais au loin l'église, l'auberge. Mais je vais à l'auberge. D'accord. Tu rentres dans cette auberge. Il y a un homme moustachu, une bonne grosse moustache, qui porte une sorte de veste, quelque chose comme ça. Et peut-être un jean qui est là, qui te regarde. Mademoiselle. C'est pas le même tenancier que d'habitude. C'est pas le Don.
peux faire quelque chose pour vous? Oui, je cherche professeur Wright et Père Note. On avait pris une 3 chambres ici. Vous êtes perdu, mademoiselle? Plutôt, oui. Je pense que je suis tombée de haut dans la forêt et j'ai perdu connaissance, mais Vous avez besoin de soins? Vous avez besoin de quelque chose? oui, j'ai très très faim. Ah bah, je peux vous faire quelque chose à manger, y a pas de souci. Fish and chips? Je comprends pas du coup, ça, non? Si. Bah, vous voulez du fish and chips? Et vous avez plus du stew? Bah, là, en ce moment, on fait du fish and chips, mais si vous voulez du stew, je peux essayer de voir si il me reste pas de quoi faire un... Mais ça prend du temps de faire un stew. Non, bah, fish and chips alors. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Oui, ensuite j'aurais besoin de désinfecter mes plaies, mais bon, j'imagine que c'est pas ici, quoi, donc je vais manger d'abord et puis. Bah, je peux appeler le médecin si vous voulez. Vous avez le téléphone? Bah, évidemment. Il n'y avait pas. Non mais où est Don? Qui ça? Bah, celui qui vous remplace là, enfin le tenancier, carrure imposante, un peu en surpoids. Je sais pas du tout de qui vous parlez, mademoiselle. Est-ce que vous avez un journal? Est-ce que vous avez le journal? Bah, tenez. Tu vois écrit, c'est le The Times. Tu regardes, tu comprends pas trop les annonces qui sont écrites sur le. On parle de tension avec les soviétiques. Et tu regardes coin en haut de la droite de la page, la date. Et tu constates avec terreur que nous sommes le 3 juin 1953. Est-ce que tu souhaites passer un coup de fil à quelqu'un? Alors, je sais pas, est-ce que j'avais le téléphone, moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois que je dis au monsieur que j'ai besoin effectivement de voir un médecin. Je veux bien qu'il passe un coup de fil à un médecin. On constatera, après t'être remise, et peut-être après avoir décidé de redescendre toute seule à Bridgester pour constater de tes yeux ce qui s'est passé, que Marc, ton ancien fiancé, t'a complètement oublié et s'est marié avec une jeune infirmière qui s'était bien occupée de lui, avec qui il a 2 beaux enfants. Et que toi, tu as été annoncé disparu depuis 20 ans déjà. Arthur, tu es revenu assez terrorisé de cette épreuve. Mais actuellement, Arthur, tu es à Bedlam, ou plus précisément à l'hôpital Sainte-Marie-Bethléem. Tu es assis sur des meubles en fonte, sur une pelouse, entouré d'oiseaux qui attendent que tu les nourrisses. Et distraitement, de ta main gauche, tu fais des petits dessins sur les mots croisés du Times. Alors qu'une infirmière essaye une énième fois de te faire avaler tes calmants. Et c'est la fin de Watcher in the Sky. Et ainsi se termine Watcher in the Sky. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de ce podcast. Nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer ce scénario mystérieux. Merci pour votre écoute et à bientôt sur Obscurolist.
Et, faire les cauchemars de ton titre, là, quelque chose c'est horrible. J'ai beaucoup aimé la scène avec le berger et les moutons, là, au début, là, quand on arrive et qu'on se prend le mouton, là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que à la fin, t'as quand même un côté malaisant avec justement les histoires, quoi. Toi, tu vois ta femme qui fait le même tic, enfin bon, des choses comme ça. C'est bien malaisant comme il faut sur une fin de Cthulhu, alors que tu penses t'en être sorti. Enfin bon, il y a ce petit... Finalement, tu te fais rattraper par l'histoire, c'est très sympa ça. Ouais, j'aime bien. Et donc, pour moi, c'est le meilleur Cthulhu, c'est les Cthulhu à la fin, qui te rappellent que t'es rien, et donc qui t'écrasent. Qu'en fait, que tout est vain, tu peux pas, ça te dépasse tellement que il n'y a pas de victoire, en fait. Donc en fait, il n'y a pas d'explication. Alors l'explication, c'est qu'il y a des créatures qui viennent, c'est vraiment des créatures extraterrestres qui traversent le temps et l'espace et qui viennent ici et qui, peut-être comme tu disais Arthur, qui nous observent et qui en tirent ce qu'ils veulent, mais ils viennent par cycle. En fait, ils viennent tous les siècles ou pas, et ils viennent et peut-être ils se rient de nous, en fait. Peut-être qu'ils nous voient et il y a certains humains qui sont assez imbéciles pour leur vouer un culte et qui leur offrent des trucs et ils nous observent, machin. Ils font des explorations bizarres d'amalgame de créatures. Peut-être c'est des chirurgiens fous à leur manière, en fait, et puis ils repartent et puis ils reviennent et puis on n'en sait rien, en fait, on sait pas. Il y a pas d'explication à proprement parler. À la base, je pensais qu'il y avait vraiment un échange, c'est un peu comme avec les profonds où ils font des offrandes pour pouvoir aller sous l'eau, etc. Je me dis, bon, avec les oiseaux, ça peut être pareil. Et en fait, pas du tout. Non. Tu dis, il y a pas de vraie fin, enfin, il y a pas d'explication. C'est ça, ouais. Et je crois que j'ai cru lire dans les notes que le mec, c'était un film qu'il avait marqué. L'auteur, c'est Les Oiseaux d'Hitchcock. Donc il voulait mettre de ça là-dedans, quoi.